René Monory, ce ne sera pas aujourd'hui, mais plus tard. Michel Serres devait être plus tard, et il est aujourd'hui à titre provisoire. Dans 20 jours, l'année 1993 ne sera plus provisoire une année. Dans 5 milliards d'années, l'homme ne sera plus provisoire l'homme. Dans 54 minutes, cette émission ne sera plus non plus provisoire cette émission. Dans 54 minutes, des réponses apportées à des questions tueront donc les dites questions. Provisoire les questions. Dans quelques jours, nous allons commencer à paver de bonnes intentions la fin de l'année. Mêmes intentions chaque année, pas provisoire les bonnes intentions. Daniel Schick a mis devant moi un miroir. Je vais le laisser là où il est, parce que je me regarde dans le miroir tous les matins pour me raser. Ça fait déjà très longtemps que je m'adonne à cette action matinale. Donc je connais par cœur la figure que va me renvoyer ce miroir. Et comme je ne suis pas très narcissique, je préfère la laisser où elle est, c'est-à-dire dans l'ombre. J'ai appris quand j'étais jeune que narcissique avait la même racine que le mot narcose, narcotique. Le saviez-vous? Et par conséquent, comme je ne suis pas narcissique ni très très attiré par les narcotiques, c'est-à-dire par une sorte de plongée dans l'eau de la source de Narcisse, je vais laisser le miroir là où il est et parler d'autre chose que de mon image. Merci. Michel Serres, à quoi ça sert de savoir ? Par exemple, savoir les origines du mot Narcisse, comme savoir tout court. Ça sert à être heureux, mon cher. Ça sert d'abord à beaucoup de choses dans la pratique, mais essentiellement à être heureux et à se conduire dans la vie. Dès le moment où on sait que Narcisse vient de narcotique, qu'on n'a plus envie tellement. Ah bah je me sens mieux tout de suite. Maintenant que je l'ai pris ça va beaucoup mieux. Vous nous avez donc dit déjà que vous êtes un homme heureux. Ça peut pas se dire si vite, mais j'essaie de le devenir. Dangereux les raccourcis. Oui, très très dangereux. Provisoire. Michel Serres, pardonnez-moi, mais je suis un peu idiot, ça c'est assez connu. Ça m'arrive. Vous êtes un homme intelligent, ça c'est connu aussi. Ça m'arrive aussi, mais autant qu'à vous. Mais attendez, est-ce qu'un homme intelligent peut rendre moins con un con ? Généralement, c'est le travail des professeurs, et je suis enseignant. De toute façon, le savoir rend plus intelligent lorsqu'on l'est moins. Ça m'est arrivé 100 fois. Mais j'essaie avec mes étudiants de remplir ce rôle. Et ce rôle est quelquefois très excitant, vous savez, parce que l'intelligence, contrairement à ce qu'on croit, c'est tout à fait partagé. Tout le monde est intelligent plus ou moins. Mais la bêtise est quelquefois beaucoup plus fascinante que l'intelligence. Vous savez, un grand génie, je ne sais pas moi, Balzac, Molière, tous ces gens-là, ils ne décrivent pas des portraits de gens intelligents, ça serait très très ennuyeux. Mais un sot, c'est délicieux, vous savez, à décrire. Contrairement à ce qu'on croit, en France surtout, l'intelligence est très surestimée. Mais attendez, un con qui fréquenterait très régulièrement un intelligent, est-ce que, avec un certain temps, il arriverait à rendre con l'intelligent ? Est-ce que ça peut se transmettre ? Ça dépend ce que vous appelez de ce nom-là, mais... Pourquoi vous ne voulez pas le dire ? Vous êtes timide ? Ça fait partie de la langue française. Ça fait partie de la langue française, mais puisque vous le dites, je vous en laisse la charge. Bon. Il faut partager dans les dialogues, alors vous gardez celui-là, moi j'en prends un autre. Je crois que c'est l'intelligence bien manipulée, au contraire, se répand. Il arrive quelquefois que la sottise reste insulaire. Mais je crois que l'intelligence peut en effet se transmettre. D'ailleurs, dans vos dialogues, vous essayez bien de le faire, n'est-ce pas ? Provisoirement. Provisoirement. La sottise vous intéresse ? Oui. La faiblesse vous intéresse ? La faiblesse, c'est notre lot à tous. Que nous soyons puissants ou misérables, nous sommes tous faibles. La femme, l'enfant, le vieillard, et même le champion de lutte, vous savez, est faible quelque part. Même le champion d'haltère est faible quelque part. Même le génie est faible quelque part. La faiblesse, c'est l'essentiel de l'homme, l'essentiel de l'humain. Et c'est à partir de la faiblesse que les autres se comprennent. Moi, le premier. Vous connaissez vos faiblesses ?
parfaitement. C'est une force? Oui, c'est une force, mais bon, la faiblesse, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que la force. La force, c'est pas très très intéressant. Ça ne sert aux gens qu'à renverser les autres. C'est plutôt pénible. Tandis que la faiblesse, au contraire, on peut l'aimer. Et c'est plus intéressant que la... Au total, je préfère la faiblesse que la force. Vos faiblesses, Michel Serres, les avouables? Oh, je peux bien... Il n'est pas sûr que j'ai intérêt à vous les dire. Je vous ai dit tout à l'heure en regardant le miroir, ou en ne le regardant pas, que je n'étais pas narcissique. Par conséquent, mes forces et mes faiblesses, on va les garder pour soi, dans l'ombre. Alors vous savez beaucoup, vous savez un peu sur beaucoup de sujets, vous savez énormément sur un sujet. Eh bien, les deux, mon colonel. C'est-à-dire, sur certains sujets, je sais peu de choses, et sur d'autres sujets, je sais le plus possible, puisque, comme on dit, c'est ma spécialité. Par exemple, j'enseigne l'histoire des sciences. Alors bon, sur l'histoire des sciences, puisque c'est mon métier, voilà 40 ans que j'apprends des choses, que je les enseigne, que je les partage, que je les dis, que je les écris, je finis par en savoir tout de même un peu. Et sur le reste, eh bien voilà, j'essaie d'être un honnête homme comme vous et tous les auditeurs, c'est-à-dire de savoir un peu de choses sur tout. Vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a une question qui vous obsède et pour laquelle vous n'avez pas encore de réponse? Ah, les questions qui obsèdent et sur lesquelles on n'a pas de réponse, on peut en parler beaucoup, au contraire. C'est en général toutes les questions qui concernent la destinée humaine, le bonheur, la religion, la vie après la mort, des choses comme ça, dont on peut parler sans avoir de réponse, bien sûr. Mais ça vous ennuie de ne pas avoir de réponse sur certains sujets? Je n'ai de réponse probablement sur aucun sujet, parce que contrairement à ce que vous pensez, quand on sait beaucoup de choses, même scientifiquement, sur un sujet bien déterminé, qu'on est spécialiste, c'est là où on a le moins de réponses. Parce que la différence qu'il y a entre l'opinion et la science, c'est que l'opinion est sûre. C'est-à-dire que l'opinion a des réponses sur des choses qu'elle ne sait pas. Tandis que la science n'a pas de réponse sur les choses qu'elle sait. Or, dans ma spécialité, comme je suis plus ou moins scientifique, il y a des choses que je sais sur lesquelles je n'ai pas de réponse. Ça vous énerve que l'opinion ait parfois des avis? On appelle ça des gens opiniâtres. Vous voyez, l'opinion a des avis opiniâtres, mais il n'y a rien de moins opiniâtre qu'un savant ou qu'un philosophe. Si on lui démontre très rapidement que ce n'est pas là le vrai, eh bien, il laisse là son opinion. En général, je change d'opinion. Moi, j'avais une question toute simple, Michel Serres, pour vous, professeur, philosophe, membre de l'Académie française. C'était simplement, d'où venez-vous? Qui êtes-vous? Je viens de Vincennes en ce moment parce que j'habite Vincennes, où je vais ici, à Radio France. Attendez, vous vous rendez compte, 40 ans de réflexion pour répondre à ça. Oui, c'est quand même lamentable, d'accord. D'où je viens? Vous ne savez pas. Non. Et vous? Attendez, c'est la seule question, vous réfléchissez à tout, mais c'est la seule à laquelle il faudrait apporter une réponse quand même. Il n'est pas sûr que la philosophie donne des réponses en un mot ou en une phrase à des questions aussi simples. Elle essaie quand même de creuser la question. D'où venez-vous? Où? Qu'est-ce que c'est? C'est votre lieu de naissance, votre habitation, votre... On élimine. On peut la garder, mais alors dans ce cas-là, il faudra en parler 4, 5, 6 ou 7 jours. Vous voyez, c'est une question longue. Nous n'avons même plus une heure. Nous n'avons pas de temps. Alors Michel Serres, autre question essentielle. Sur Terre, qui est arrivé d'abord? La poule ou l'œuf? Ça n'a pas d'intérêt. Non, ce n'est pas une vraie question. Alors, qu'est-ce qu'une vraie question? Une vraie question, c'est une question définie. Or, cette question n'est pas définie puisque sur Terre, d'abord, ça ne veut pas dire grand-chose. Et d'autre part, ni la biologie, ni la médecine, ni la philosophie n'a jamais considéré cette question comme réellement essentielle. Comment on dit, non, pertinente. Alors, posez-vous une question pertinente. Que moi je me pose une question pertinente, qu'est-ce que je fais ici? Et là non plus, pas de réponse. Pas de réponse. Bon, mais il n'est pas trop tard pour réfléchir. Provisoire. On peut réfléchir tout le temps. On peut apprendre tout le temps. Ou est-ce qu'à un moment donné on se dit ça ne sert plus à rien d'apprendre? Il se trouve que c'est mon métier de réfléchir et ça sert toujours d'apprendre. Et je crois que si on arrête d'apprendre et si on arrête de réfléchir, il arrive quelque chose de très très grave, c'est qu'on vieillit. La plupart des gens, lorsqu'un médecin leur dit « si vous voulez ne pas vieillir, faites de l'exercice », sont tout à fait satisfaits de cette réponse et les voilà partis faire de la course, faire de la gymnastique, aller en montagne faire du ski ou de la natation. Ils sont tout à fait persuadés que l'exercice physique va les rajeunir. Mais quelque chose qu'ils ne savent jamais, et pourtant c'est étrange, et pourtant c'est encore plus vrai,
c'est l'exercice intellectuel. À force de ne pas réfléchir ou ne pas apprendre, on vieillit très vite et il y a ainsi des jeunes gens très très vieux et des vieillards très jeunes. Et je conseille... Alors, vous êtes très très jeune, vous, alors? Très très jeune, bien entendu. Quel âge? Il me reste, je sais pas... 10, 12 ans? 10, 12 ans, en comptant ce qui me reste à vivre, bien entendu. Vous êtes très intelligent, Michel Serres. L'intelligence, je vous ai dit tout à l'heure, ça compte pas tellement. Ce qui compte, à mon avis, c'est la créativité. La bonté aussi. Mais l'intelligence, tout le monde est intelligent, vous savez. Vous êtes démagogue. Non, je dis ça. Vous êtes souvent effrayé par la bêtise humaine, parce qu'elle est dangereuse, la bêtise humaine. Elle conduit au racisme, à la xénophobie, à la guerre. C'est pas la bêtise qui conduit au racisme, c'est la méchanceté, c'est tout différent. Ah non, j'ai bien dit tout à l'heure la bonté. La bonté est intéressante et elle s'oppose à la méchanceté. Mais la bêtise, c'est pas du tout ça. La bêtise est assez fascinante et au bout du compte, combien de fois suis-je bête dans la journée? 7 fois par jour? 70 fois par jour? 77 fois par jour? Depuis 10 minutes, vous l'avez été, bête, hein? Oh, certainement, vous l'avez remarqué. Oui, les étudiants aussi. Dire qu'il y a des gens qui ont tenté tant d'argent, que ça leur cause des ennuis et que ça leur brise la vie. Dire qu'il y a des gens qui ont tenté tant d'amour, qui se dégoûtent du plumard jusqu'à la fin des jours. Dire qu'il y a des gens qui, de façon à droite, portent leur cœur à gauche mais le portefeuille à droite. Dire qu'il y a des gens qui ont tenté tant raison, que si vous n'êtes pas d'accord, ils vous foutent en prison. Mais comme dit ma concierge, qui écrit des chansons, c'est de la faute à personne si les gens sont trop... J'ai mal entendu. Dire qu'il y a des gens qui font taire l'une terre et que c'est si difficile d'aller jusqu'à Nanterre. Dire qu'il y a des engagés qui feraient pas de les mères mais qui se font dégager dès qu'on déclare la guerre. Dire qu'il y a des altruistes qui pour faire votre bonheur vous envoient au casse-pipe fleurir des chants d'honneur. Dire qu'il y a des gens qui veulent tout réformer et ne peuvent supporter même leur voisin de palier. Mais comme dit ma concierge qui écrit des chansons, c'est de la faute à personne si les gens sont trop... Sont trop quoi? Dire que pour être acteur, fallait porter le costume. Maintenant pour faire son beurre, il faut même plus une plume. Dire qu'il y a des filles de vrais appels au viol, qu'on le derrière étonné dès qu'une main batifole. Dire qu'il y a des gens qui veulent tout gouverner avec des yakas et des mois sujetés. Dire qu'il y a des uns qui écrivent des chansons sur la misère des autres et font beaucoup de pognon. Mais comme dit ma concierge qui écrit des chansons, c'est de la faute à personne si les gens sont trop... Ben oui, je l'ai dit. Mouloudji, Michel Serres, savoir, normalement, devrait être une arme contre la guerre. Est-ce que vous pensez que ça peut en être une? Savoir, ça permet aussi à l'homme d'être libre, d'inventer, de créer. Est-ce que c'est quand même pas ça l'essentiel de l'intérêt de savoir? Là aussi, il faut réfléchir un petit peu avant de répondre, parce que vous dites que le savoir permettrait de ne pas faire la guerre. Oui et non. Vous savez que avec l'éclosion de la science, de la technologie, etc., très très vite, l'habileté technique des hommes et leur habileté scientifique les amenait à créer des armes, et des armes de plus en plus dévastatrices. Et je suis de la génération qui, au milieu de ses études, au moment précisément où je devenais un spécialiste convenable des sciences, a été foudroyé par l'éclair d'Hiroshima. L'éclair d'Hiroshima nous a montré, à notre génération, que la science qui était toute bonne et seule bonne, et qui était créée, mise au monde, pour nous servir, développée pour servir le bonheur de l'humanité, tout d'un coup laissait dans son sillage des millions de morts. Et là, il y a eu dans ma génération une sorte de coup d'arrêt, d'une sorte d'exigence de réflexion qui pose la question que vous posez et qui lui répond. Qu'avez-vous inventé, Michel Serres? J'ai écrit un certain nombre de livres. C'est inventé, ça? On n'écrit pas des livres lorsqu'on recopie.
Il y a une grosse différence entre copier ou recopier et inventer des idées, des concepts, un certain nombre de choses. Le but de ma vie a toujours été d'inventer des personnages, des concepts, non pas tellement de recopier. Je m'excuse, j'ai essayé toute ma vie de ne pas recopier. Michel Serres, votre père était marinier et paysan, vous êtes né à Agen. Il vous a légué une forme de culture, j'imagine, complètement éloignée de la vôtre. Vous êtes, bardé de diplômes, les expositions, vous savez ce que c'est, les concerts aussi. Alors, est-ce que votre culture a un rapport avec celle de votre père? Est-ce que votre père vous a légué une culture? Et allez-vous, vous, léguer une culture? Ça, c'est une très bonne question. Enfin. Merci. Que j'ai en effet posée dans un de mes livres. Vous savez, le mot culture a deux sens. Le premier, même trois, mais enfin deux au moins. Le mot culture signifie premièrement ce que vous dites, c'est-à-dire la culture au sens académique, c'est-à-dire les livres lus, les expositions vues, les concerts entendus. Ça, c'est vous. L'expertise, c'est vous, c'est la culture académique, la culture au sens du ministère de la Culture, même si vous voulez. Bon, mais il y a une autre définition de la culture. C'est la culture au sens... pour employer un gros mot anthropologique, mais ça veut dire, par exemple, la culture paysanne de tel endroit qui comprend sa langue, ça, c'est votre père. L'inflexion des voix, les techniques, les manières de table, la façon de tuer le cochon l'hiver, la manière de ramasser les prunes l'été, la manière de la technologie, etc. Ça, c'est la culture au sens, si vous voulez, alors, est-ce qu'il peut y avoir rencontre global. Et alors, il n'y a de bonne culture que si et seulement s'il y a rencontre entre les deux. Vous voyez, c'est-à-dire si la première est enracinée dans la seconde, alors oui, il y a Attendez, tout le monde n'a pas la chance d'avoir eu un père marinier et paysan. Oui, mais tout le monde a la chance d'avoir un père et une mère. Comment est-ce qu'un bourgeois des villes peut avoir une culture autre qu'encyclopédique? Il peut se la donner, mon cher. Il peut se la donner. Je ne crois pas qu'il soit interdit à ce bourgeois des villes dont vous parlez d'aller se promener, d'aller vivre comme on dit, d'aller vivre avec. Oui, mais vivre comme, c'est faire semblant. Non, pas toujours. Il y a les citadins du week-end, ils ne sont pas paysans pour autant. Tout n'est pas arcadien. Dans les vacances, on peut aussi partager la vie des gens, etc. Par conséquent, ces cultures-là, on peut les rencontrer, se les donner, on peut aussi en connaître ou en comprendre plusieurs, ce que je souhaite, ce que j'ai fait, voyager, mais voyager non pas dans les sleeping cars et dans les hôtels 3 étoiles, mais voyager vraiment parmi les gens, et donc se donner des cultures au sens que j'ai donné à ce mot. Alors, que vous a appris votre père ? Bien, la culture dont je sors, je crois que les auditeurs et vous-même entendez en ce moment que je balade encore un accent du sud-ouest relativement prononcé. Je suis encore gascon, quoiqu'il y ait habité tous les coins de la planète, et par conséquent, je suis encore de cette origine-là. Vous m'avez posé la question tout à l'heure, d'où venez-vous? Vous finissez par vous répondre à cette question avant que je le fasse. Alors, par conséquent, là, qu'allez-vous apprendre à vos enfants ou petits-enfants? Est-ce que vous pensez que votre culture... Ça, il faut leur poser la question. C'est à eux à répondre. C'est pas à moi à dire. Je suis maintenant beaucoup trop âgé pour pouvoir répondre à cette question. J'en suis à mes petits-enfants, mon cher. Et par conséquent, je suis plutôt sur le point d'écrire un art d'être grand-père plutôt qu'une pédagogie au premier niveau. Michel Serres, croire, vous savez ce que c'est? Puisque j'ai écrit un livre sur les anges, j'ai été amené à me poser cette question, puisque le premier verbe utilisé dans ce livre, c'est justement le mot croire. Croyez-vous aux anges? C'est la première phrase du livre. Alors, la réponse est très difficile, puisque j'ai mis 300 pages à répondre, 300 pages suivent cette question sur le mot croire. Et voilà ce que j'ai à dire. Il y a dans croire d'abord un certain savoir, contrairement à ce qu'on pense. C'est-à-dire que lorsqu'on croit, il y a du savoir dans croire. Et puis il y a aussi un certain pathétique qui est difficile à définir et qui lui alors saisit toute la vie, c'est-à-dire le bonheur, le malheur, les événements de l'existence, et ainsi de suite. C'est-à-dire c'est plus large que le savoir. Voilà ce qu'on pourrait dire de la croyance. Est-ce que j'ai le droit de ne pas être content de la réponse? Vous avez tous les droits.
Alors, est-ce que je peux insister, Insiste. maître, si je puis me permettre, Non. mais est-ce que vous pouvez croire en Dieu? Est-ce que c'est dans vos possibilités intellectuelles? Je crois que là aussi, on peut difficilement répondre à cette question par oui ou par non. C'est-à-dire, tout à l'heure, vous n'avez pas été content de la réponse, et cependant, il y a du savoir et puis l'existence tout entière. Et comme il y a l'existence tout entière suppose du temps. Et par conséquent, la croyance ou la foi, car il vaut mieux dire la foi dans ces cas-là, est un enjeu long, sur une longue durée. C'est-à-dire qui prend, on se pose cette question pendant longtemps, et on n'a généralement à cette question que des réponses très très lourdement provisoires. C'est pas à vous que je vais enseigner le sens de ce mot-là. Provisoire veut dire alors, il y a dans provisoire le mot voir, vision, et voir en avant, c'est-à-dire probablement j'y verrai plus clair demain, j'y verrai plus clair bientôt. Donc dépêchez-vous, vous avez des cheveux blancs, Michel Serres. Sur ce point, c'est pas moi qui commande, c'est la vie, c'est l'évolution. On est plutôt poussé dans le dos que directeur de cette... Vous auriez pu répondre, c'est pas moi qui commande, c'est Dieu, ou ce sont des dieux. Je ne répondrai en aucune manière, ce sont des dieux. Alors je reviens à où allez-vous après vous, c'est-à-dire après votre vie, à votre mort, après quoi? Ce qu'il y aura après, je ne sais pas. Pas du tout. Ben, ça doit vous faire peur, ça, de ne pas savoir. Et vous? Et Avez-vous nous peur? Et nous tous. Est-ce que ce ne sont pas ces peurs-là qui conditionnent notre vie? Ou ces questions sans réponse-là qui conditionnent notre vie? Pas savoir d'où on vient et où on va? Ça conditionne la vie de certaines gens, en effet. Je souhaite que ça conditionne la vie de beaucoup de gens. J'espérerais, au fond de moi, que ça conditionne la vie de tout le monde. Mais en fait, je ne le crois pas. Voilà ce qu'ils pensent de nos dieux, ou de Dieu, Ayam. Monsieur le philosophe Michel Serres, vous êtes consterné par cette forme d'expression, ce langage, qui est le langage, un des langages des jeunes d'aujourd'hui? Pas du tout, au contraire, j'ai écouté avec beaucoup d'attention. Je ne crois pas j'ai pas tout compris. Mais ce que j'ai compris m'a beaucoup intéressé. Au contraire, c'est un mode d'expression assez vif et assez prenant. Non, je suis assez, non seulement intéressé, mais touché. Michel Serres, vous avez écrit un certain nombre de livres, on ne va pas parler de tous, mais vous êtes intéressé à un certain nombre d'hommes en particulier. Il y a eu Leibniz, il y a eu Jules Verne. Je sais que vous adorez Tintin et que vous considérez qu'Hergé, le père de Tintin, est un génie. Vous poussez pas un peu le bouchon quand même là? Vous connaissez, vous, beaucoup d'auteurs qui ont été lus par votre grand-père, puis par votre père, puis par vous, puis par vos enfants, si vous en avez? Eh bien, si vous en connaissez, dites-les moi, j'en connais qu'un. C'est Hergé. Et je ne sais pas si c'est une preuve, mais c'est un commencement de preuve. Michel Serres, moi je vais vous proposer de passer une journée imaginaire totalement impossible parce que vous pouvez absolument vous réveiller, passer la matinée, déjeuner avec qui vous voulez, des dieux, des personnages de légende, des personnages historiques, des philosophes, des danseuses, tout ce que vous voulez. Alors si je vous dis Michel Serres, demain matin vous pouvez vous réveiller avec. Avec qui? Oui, c'est François d'Assise. Oui, sans doute. Dans le même lit avec Saint-François d'Assise dans le même lit, ça n'a aucun intérêt de votre question, mais de savoir avec qui j'aimerais parler. Oui, j'aimerais parler avec lui parce que c'est un homme qui a su deux choses qui me paraissent dignes d'intérêt. C'est la misère humaine et la beauté du monde. Or, c'est deux sujets qui sont parmi les plus inévitables dans le monde contemporain parce que la beauté du monde, hélas, tout le monde l'a oublié et la misère du monde est en train de nous écraser. Par conséquent, c'est l'homme avec qui je préférerais avoir Première conversation très matinale, ensuite toute la matinée. Une errance matinale avec qui? Je continue avec lui puisque vous me l'avez donné. Bon, alors je vous oblige de changer. Avec qui déjeunez-vous maintenant? Avec Christophe Colomb. Parce que j'aime bien les gens qui partent hardiment sans savoir où ils vont et qui découvrent un nouveau monde.
Oui, j'aimerais bien déjeuner avec, Magellan, Christophe Colomb, des gens comme ça. Un navigateur. Oui, c'est-à-dire quelqu'un qui commence sa vie en cherchant quelque chose et puis qui voue sa vie à cette recherche. Au fond, c'est notre modèle à c'est tous. Vous êtes un navigateur. Oui, D'abord, vous l'avez vraiment été en étant officier de marine. Oui, je l'ai été autrefois. Mais enfin, c'est la vrai, pensée, c'est vrai les mêmes errances. C'est un modèle. Enfin, voilà. Alors, l'après-midi. Je veux bien aussi passer un moment, puisque vous me le demandez, avec un compositeur de musique. Parce que le compositeur de musique me fascine beaucoup, parce que c'est mon frère, il est à côté de moi. Un homme qui écrit est un peu un compositeur de musique qui regrette de ne l'être pas. Pourquoi ? Parce que nous les écrivains, nous avons la musique, bien sûr, on a le poids du sens, et par conséquent, je veux bien passer l'après-midi avec Couperin. Alors, François Couperin dit le grand. Voilà. Vous auriez été élevé, vous seriez né dans un milieu aisé, vous auriez été plutôt compositeur ? J'aurais aimé être compositeur, oui, mais bon, il se trouve que l'écriture, qui est un art pas très cher, puisque il suffit d'avoir un bout de papier et un crayon, est aussi d'une certaine manière une composition musicale. Et par conséquent, je ne suis pas trop jaloux, mais un peu jaloux des musiciens. Alors je passe donc l'après-midi avec François Couperin, dit le grand. Bon, alors là, vous allez dire que c'est terre à terre, bassement matérialiste, voire dégoûtant, mais je vous offre quand même la possibilité dans cette journée imaginaire de vivre un 5-7 avec qui vous voulez. Vous voyez ce que ça veut dire ? Ah oui, bon. Mais alors, bagatelliser avec quelqu'un. Oui, je vois très bien, mais vous me permettrez dans ce cas-là de ne pas dire son nom en public. Mais prenez une morte, ça ne fera pas de jalouse. Je n'ai pas l'habitude de pratiquer les perversions sexuelles de ce genre. Non. Et la soirée, une bien vivante. Alors la soirée, après une telle journée, je ne sais pas avec qui vous pouvez la finir cette journée. Tout seul, mon cher, parce que je me couche tôt. Et vous supporterez ? Oui, je me couche tôt en général. Vous supportez la solitude ? Non seulement je la supporte, mais lorsqu'on travaille beaucoup, la solitude est un besoin et une condition de vie. Nous allons vous faire plaisir maintenant. Musique, pas Couperin, Dommage. mais Mozart. Oui. Nous allons écouter un extrait de l'andante de la symphonie concertante pour violon, alto et orchestre de Mozart, Köchel 364. The Bach Festival Chamber Orchestra est dirigé par Lord Yehudi Menuhin, qui est également au violon. Et qui est mon ami, oui. Vous mon ami très cher. Mais rien n'est un hasard, ça n'existe pas les hasards. Ça fait très longtemps que nous sommes amis. Ça existe les hasards ? Ça existe, oui, bien sûr. En tout cas, un faux hasard. J'en souhaite. Voilà pour vous, Yehudi Menuhin. Vous fermez les yeux peut-être, vous mettez ce casque sur vos oreilles, Michel Serres, et vous nous dites où cette musique vous plonge. Mais vous devez garder le casque sur les oreilles et parler en même temps. Vous pouvez. En même temps que la musique, ça vous ennuie, ça ? Oui, c'est assez difficile, mais je peux quand même parler sans. Je voudrais en effet, tout à l'heure vous m'avez demandé avec qui je passerai la journée, je vous l'ai dit loyalement, et j'ai dit Couperin, et vous me faites écouter du Mozart. Je vais vous dire la différence qu'il y a entre les deux et dans quel monde ces deux compositeurs nous amènent. Il y a derrière la séduction et la légèreté de Mozart, une lourdeur irrémédiable. Et cette lourdeur, nous ne la entendons plus parce que nous entendons toujours des musiques du même genre. Si nous entendions, sur les radios françaises par exemple, des musiques de compositeurs français, comme Couperin, comme Rameau, comme Ravel, comme des gens comme ça, nous habituerions nos auditeurs à la légèreté de plume de la musique française qui n'a pas cette lourdeur irrémédiable, cette espèce de tonnage
qui pèse sur Alors là, vos les épaules musiques en question. s'affaissent. S'affaissent. Devant, il y a dans la musique, si j'ose dire, de langue française, et dans la langue française, une sorte de légèreté qui est la musique même et qui m'amène alors dans le monde des anges, ou dans le monde volatile, extraordinairement léger. Mais dans la musique que vous m'avez fait entendre, je m'excuse, là vous allez penser que je suis impertinent. Il y a là une lourdeur qui, dans la tradition de cette musique, va s'accentuer de plus en plus en passant par Beethoven, Mahler, Wagner, etc. Vous ne pouvez pas nous dire, voilà tonnages. Ce que j'entends, je vois tel type de couleur, tel type de situation. Est-ce que la musique vous empêche pèse du tonnage, tandis que un tonnage de plus en plus fort. Tandis que la musique que j'aurais aimée m'aurait fait voler. Vous voyez, il y a dans la musique quelque chose qui doit vous donner des ailes. Et si sur vos épaules pèse un tonnage qui vous fait affaisser, il y a quelque chose qui n'est plus de la musique, mais qui est une sorte de densité qui vous tire par les pieds et qui n'est plus musicale. Michel Serres, la fin de l'année approche. Avez-vous des souhaits à formuler, des leçons à donner au peuple de France ? Aucune leçon à donner à personne. Mais vous faites que ça dans vos livres. Ce que je souhaite, je sais ce que je souhaite. Je souhaite, surtout au peuple de France, de voyager. Et lorsqu'ils auront voyagé, qu'ils auront vu les difficultés gigantesques dans lesquelles se débat le tiers-monde, l'ancienne Europe de l'Est, l'ancienne Union soviétique, les États-Unis, l'Angleterre avec son Irlande, l'Italie avec son Mezzogiorno, l'Allemagne avec son ex-Allemagne de l'Est, etc., lorsqu'ils verront en voyageant ces énormes difficultés qui rentreront en France, ils seront éblouis, comme je le suis presque chaque fois quand je rentre, par une France qui est probablement un des endroits du monde où il fait encore bon vivre, et où, hélas, les gens pensent que tout va mal. C'est quand même étrange la différence qu'il y a entre ce que nous pensons de notre pays et la réalité. Vous souhaitez que les Français consomment français, parlent français, écoutent du français ? Je souhaite que nous parlions français, en effet. Mais il faudra apprendre les langues étrangères, bien entendu, puisqu'il s'agit du métissage pour l'apprentissage. Mais je regrette beaucoup que les décideurs, comme on dit maintenant, ne parlent plus français. Les savants parlent une autre langue, les journalistes parlent une autre langue, les publicitaires parlent une autre langue, les hommes d'affaires, les banquiers parlent une autre langue, les producteurs de cinéma parlent une autre langue. Et il est dommage que nous perdions notre langue parce que la langue est un trésor, c'est pas seulement un moyen de communication, c'est un trésor d'intelligence et d'attaque originale des problèmes. Et par conséquent, perdre une langue, comme nous sommes en risque de perdre la nôtre, est très grave pour un pays, et c'est probablement la chose la plus grave. Alors nous parlons de la France, Michel Serres. Et par conséquent, il n'y a plus en France que les pauvres qui parlent français, et par conséquent, je parle la langue des pauvres. Mais attendez, et les intellectuels servent à quoi ? C'est eux qui doivent défendre la culture, la langue, l'identité française. C'est ce que je suis en train de faire. Alors vous êtes le seul. Je ne sais pas, ça m'est égal d'être le seul. Mais vous savez très bien, vous avez déclaré que les intellos c'était des collabos. Il faut jamais trop croire ce qu'on dit dans les journaux parce vous défilez maintenant. Non. Je dis effectivement qu'il y a là un effet qui est un peu le même qu'à l'époque de la collaboration, c'est juste. Il ne faut pas se laisser aller là à perdre un trésor de ce genre parce que c'est dramatique pour une culture. Voilà. Et je pleure tous les matins ce genre de choses. Ce qui serait dramatique pour le monde, Michel Serres, c'est que tout le monde parle deux langues, l'anglais et l'informatique. Vous avez peur de ça, de cette universalisation possible ? Il serait grave que parmi les espèces animales, il n'en reste plus qu'une. Supposez par exemple un monde où il n'y ait plus que des chiens, où il n'y ait plus que des insectes, où il n'y ait plus que des lézards. Les lézards, s'ils sont tout seuls, ne mangeront que les lézards. Par conséquent, il faut être pour la pluralité. Je suis pour la pluralité.
Et en particulier la pluralité des cultures, la pluralité des langues, la pluralité des savoirs, et ainsi de suite. Dès qu'on détruit cette pluralité, on perd beaucoup de richesses. Nous allons, Michel Serres, franglaisiser. Nous allons écouter un extrait de Starmania, Le monde est stone, avec Fabienne Thibault, puis un extrait de, et c'est exactement la même chose, The World is Stone, extrait de Tycoon par Cyndi Lauper. J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Stone, le monde est stone, je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers ou bien si c'est moi qui me fait du cinéma, qui me fait mon cinéma. Je cherche le soleil au milieu de ma nuit. Stone, the world is stone, but I saw it once with the sun in my eyes. When each color rang out in a thunderous quote, it's no trick of the light. I can find my way home in a world of stars. In a world of stars. Can't find my way Michel Serres, nous sommes deux dans ce studio, mais y a-t-il autour de nous des êtres invisibles, mais dont vous avez la parfaite conscience de l'existence, c'est-à-dire des anges? Est-ce qu'il y a des anges ici autour de nous? Et oui, j'en vois au moins un, vous. Autrement dit, ange, ça veut dire messager. Alors un messager, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui transmet des messages. Bon vous aussi. Or, vous transmettez vos moment, réflexions, donc vous êtes ange. D'une certaine manière, oui. C'est-à-dire, nous sommes dans un studio. Ce studio émet des messages à travers un espace assez grand. Nous avons des auditeurs et par conséquent, nous travaillons dans une messagerie. Or, les anges travaillent dans une messagerie. Ce sont des messagers. Les pilotes de ligne sont des anges, alors. Ce sont des anges. Il faut d'abord dire que le mot ange veut dire messager, et que comme le monde actuel est constitué en messagerie, que cette messagerie transporte des messages au sens des paroles, comme la radio, ou transporte des paquets ou des hommes comme un avion, il reste que la messagerie, on dit courrier aussi bien pour un message que pour un avion. Et par conséquent, ce que j'ai voulu dans mon livre, c'est d'expliquer le monde contemporain au moyen de cette figure que tout le monde connaît qui s'appelle les anges. Alors ça, c'est une figure. D'ailleurs, votre livre ne s'appelle pas l'existence des anges, non, on dit la mais la légende. Oui. Bon, alors on va changer. Existe-t-il? Alors, pas les vôtres, vos métaphores, mais les vrais. Je vous y prends. Je vous y prends. Qu'est-ce que ça veut dire? Celles auxquelles on aime croire. Les vrais sont des figures. Et grâce à ces figures, on peut comprendre ce qu'on voit autour de nous. Autrement dit, j'ai fait l'expérience, je vous souhaite de la faire. Vous descendez dans la rue et vous rencontrez les gens qui passent. Quel que soit leur âge, leur sexe ou leurs occupations, leurs origines, vous leur demandez qu'est-ce qu'un ange, ils savent tous. C'est quand même extraordinaire. Et d'autre part, lorsqu'on vous demande à la radio, à la télévision, comme expert,
d'expliquer le monde contemporain. Vous vous rendez compte le nombre de sciences que cela suppose, de sciences, d'expertise, etc. Or, je tiens le pari dans mon livre d'expliquer les problèmes du monde contemporain, ce qui est quand même beaucoup, à l'aide d'un moyen que tout le monde comprend, aussi bien un bébé qu'un vieillard, aussi bien... Vous faites dire aux anges ce que vous voulez. C'est pas vrai. Les anges sont des figures extraordinairement bien précisées par la tradition. La preuve, c'est qu'ils sont classifiés en archanges, chérubins, séraphins... Attendez, etc. est-ce que sérieusement, parlons Je suis pas du très sérieux. contenu du livre, mais des anges, Mhm. en admettant qu'ils existent. Mhm. Est-ce qu'il y a, selon vous, Michel Serres, des anges musulmans, des anges hindous, des anges chrétiens? Est-ce qu'il y a des anges hommes, des anges femmes, des anges méchants, des anges bons? Ne posez pas trop de questions à la fois, parce qu'il Oui, faudra c'est la fin de vraiment que je l'émission. pose la question. Alors, tous les monothéismes ont des anges. Donc il y a des anges juifs en effet, il y a des anges musulmans en effet, il y a des anges chrétiens en effet. Il se trouve d'ailleurs que ce sont les mêmes, puisque les trois monothéismes sont là de la postérité d'Abraham. Et en dehors de ces traditions-là, il y a aussi des anges. Lorsque je faisais mes livres qui s'appelaient Hermès sur la communication, à l'époque où on ne parlait pas encore de la communication, Hermès, dans l'ère grecque, est appelé angelos, c'est-à-dire le messager, c'est-à-dire l'ange. Donc le mot ange est quand même relativement général, relativement universel. Mais alors là, qui a inventé cette légende? Est-ce qu'il y a Nous un ne auteur? savons pas. C'est-à-dire, les anges remontent à une très haute antiquité. Les kéroubes assyro-babyloniens qui gardaient les temples, ces espèces de taureaux à tête humaine, c'est là, à Babylone, que les Juifs sont allés les prendre et les appeler chérubins. Par conséquent, c'est dans notre tradition une des figures les plus archaïques, les plus anciennes, les plus vénérables. Enfin, je vois bien que vous nous dites, vous Donc, voulez pas tout le nous monde dire les quel connaît. sexe ils ont et comment ils Si, se reproduisent. je peux bien vous le dire, puisque toute la question est de savoir. Attendez, si c'est un messager, supposez par exemple que vous vouliez vous marier et que vous alliez à une agence matrimoniale et que vous demandiez de vous marier. Si l'intermédiaire auquel vous parlez vous séduit, alors il n'a pas fait son rôle d'intermédiaire. Si vous êtes une femme, c'est un homme qui vous séduit, ou si vous êtes un homme, c'est une femme qui vous séduit, il n'a pas joué son rôle d'intermédiaire. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne vous a pas présenté à une autre personne. Donc, en tant qu'intermédiaire, il n'avait pas à vous séduire. Donc, vous voyez bien que les anges n'ont pas de sexe. Vous voyez? C'est-à-dire, dès qu'il y a un intermédiaire, dès qu'il y a un messager, il doit s'effacer devant son message. Et c'est ça, n'avoir pas de sexe. Êtes-vous protégé, suivi par un ange depuis votre naissance? L'ange gardien est une figure qui fait comprendre 1000 choses, qui permet de comprendre ce que c'est qu'un guide en haute montagne, ce que c'est qu'une épouse attentive, ce que c'est qu'un frère jumeau, ce que c'est qu'un inspirateur, ce que c'est qu'une inspiratrice. Et si vous avez quelquefois écrit une page, vous savez qui vous a soufflé, d'une certaine manière. Et par conséquent, à la question « êtes-vous protégé ?» Je ne sais pas si je suis protégé, mais quand ça marche, je suis inspiré. Et je ne peux pas ignorer qui m'inspire. Sur le trottoir, j'ai rencontré un ange descendu des cieux. Sur le trottoir, j'ai rencontré un bel ange aux yeux bleus. J'étais sorti dans la rue pour acheter des allumettes. Soudain, il m'est apparu. J'ai perdu la tête, bête, quand j'ai vu dans ses grands yeux les doux reflets du paradis. Ses grands yeux d'un bleu si bleu, le bleu du paradis. Pour passer inaperçu, il n'avait pas pris ses ailes. Et tout d'abord j'avais cru une demoiselle belle. Mais j'ai vu dans ses grands yeux les doux reflets du paradis. Ses grands yeux d'un bleu si bleu, le bleu du paradis. Pour vêtir son corps mignon dans un bout de blanc nuage, il s'était taillé jupon et gentil corsage sage. Sur le trottoir, j'ai rencontré un ange descendu des cieux. Sur le trottoir, j'ai rencontré un bel ange aux yeux bleus. De sa radieuse auréole s'était fait une ceinture, mais autour de sa figure volent des boucles folles, drôles. Sur le trottoir, j'ai rencontré un ange descendu des cieux. Sur le trottoir, j'ai rencontré un bel ange aux yeux bleus. Soudain, passe un monsieur bien vêtu, mais gueule minable. L'ange a murmuré. Tu viens? Combien? 500 balles. Diable.
Et tous les deux, ils sont partis. Mon ange descendu des cieux, mon ange bleu du paradis, et le vilain monsieur. Bobby Lapointe, l'ange. Michel Serres, vous auriez aimé inventer, puisque vous aimez cette idée-là, inventer la légende des anges ? Je l'ai bien inventé. Non, je veux dire par là que le mot légende a deux sens. C'est-à-dire, dans un premier cas, il signifie le mythe qui nous vient de la haute antiquité concernant les anges, et d'autre part, le mot légende veut dire est un mot utilisé en bas des cartes pour faire voir comment on déchiffre une carte. Et c'est dans le deuxième sens plutôt que je l'ai utilisé, c'est-à-dire l'ange me sert de guide, si j'ose dire, pour comprendre la ville contemporaine, le travail contemporain, le monde dans lequel je vis, le vent, un certain nombre de choses que je développe dans mon livre. Et par conséquent, là, l'ange permet de comprendre. Et c'est pas quelque chose qu'on doit comprendre, l'ange. L'ange, il permet de comprendre le monde dans lequel on vit. Les mots ont des sens. Est-ce que votre vie en a un ? J'ai écrit un livre qui s'appelle « La légende des anges » pour essayer de répondre à des questions concernant le sens. Vous voyez ? Et il y a dans les questions que je pose beaucoup de réponses sur le sens. Sur le sens de la naissance, sur le sens de... Vous avez quand même du mal à parler de vous, hein ? J'aime parler du livre. Vous ne voulez pas parler de mon livre, vous voulez toujours parler de moi. Mais c'est la même chose. Il est de vous. Je n'ai aucun intérêt. L'intérêt, c'est l'objet, le livre dont je parle. Vous ne voulez jamais parler du livre, vous voulez toujours parler de l'auteur. L'auteur n'a pas d'intérêt. L'auteur est une circonstance hasardeuse. La prochaine fois, j'inviterai que votre livre. Voilà, que mon livre. Et là, l'ange a de l'intérêt parce qu'il permet de comprendre le monde, il permet de comprendre des choses. Mais moi, je n'ai pas d'intérêt. Ça n'a aucun intérêt. La légende des anges, c'est votre dernier livre. Mais est-ce que vous pensez... C'est mon plus récent livre. Voilà. Mais est-ce que vous pensez au dernier ? Je pense que vous avez réfléchi, écrit sur des tas de choses, des tas d'individus, mais il va bien falloir à la fin que vous offriez votre dernier livre. Eh bien, personne ne sait jamais quand il écrit son dernier livre, puisque de la mort, on peut dire qu'elle est certaine, mais que son heure est incertaine. Pour le moment, Les Anges sont un livre qui m'a donné beaucoup de travail, sur lequel j'ai mis beaucoup d'amour et d'attention. Et dont j'aime parler, mais de nouveau, vous ne voulez pas que j'en parle. Vous voulez que je parle de moi, ça n'a aucun intérêt. Et vous ne voulez pas parler du livre parce que vous avez peur du livre. Vous voyez, vous avez peur de parler des anges. Parce que j'ai rien compris. Oui, j'ai vu des iconographies extraordinaires. Je m'attendais à avoir... Je vois des photos d'aéroports, et puis je vois des très belles reproductions de tableaux sur des anges, et je vois des réflexions dans tous les sens. Moi, je suis perdu. Voilà, alors je vais vous essayer de vous ramener... Vous avez fait exprès. Oui. Les anges sont des guides sur des voies. Alors j'ai dessiné des voies et donc j'ai dessiné des aéroports, j'ai dessiné les cartes du monde, j'ai même dessiné la carte des vents. Vous voyez ? C'est-à-dire les vents qui circulent dans le monde entier. Or, il se trouve que dans la tradition, les anges n'ont pas toujours une forme humaine, peuvent être des souffles. Et par conséquent, il y a aussi... Alors, vous êtes perdu parce que vous n'avez pas suivi les anges, mon cher. Est-ce que vous supportez l'entêtement ou pas ? Et que je vous écoute. Parce que c'est quand même la fin de l'émission maintenant. Alors, vous ne savez pas quand vous ferez votre dernier livre, ça c'est une chose. Mais est-ce que vous savez si je vous disais, voilà, vous n'avez plus qu'un livre à écrire, ce serait quoi ? Un guide politique, un guide moral, un guide philosophique, un livre de recettes de cuisine pour faire une pirouette à votre histoire ? Vous pensez qu'un écrivain écrit des livres. Ce n'est pas vrai, mon cher. Un écrivain écrit. Point. Alors il écrit. Et puis après, cela fait des livres. C'est-à-dire, au bout d'un certain temps, il s'aperçoit qu'il a écrit sur la communication, qu'il a écrit, etc. Mais c'est à la fin que ça fait des livres. Je n'ai jamais écrit de livre. J'ai écrit. Et je suis en train d'écrire. Et j'écrirai sans doute jusqu'à mon dernier souffle. Et cela fera peut-être des livres. Mais l'essentiel, c'est d'écrire. Ce n'est pas
c'est vrai. Alors nous allons être d'accord. L'essentiel c'est d'écrire. Voici une page blanche. Voici, alors je n'ose pas dire un marqueur parce que ce serait la défaite de la pensée française. Ah bon? Alors Il ne faut pas dire marqueur? c'est un peu anglo-saxon ça. Ah bon? Voici un stylo. Et je vous propose, Michel Serres, de faire ce que vous voulez de cet espace encore vierge. Lorsque j'ai un espace vierge devant moi, en général, j'écris. J'aimerais bien écrire le mot ange, puisque c'est le mot sur lequel nous avons beaucoup parlé. C'est la forme